tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative sur Média TV Afrique. Alternative, un rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Il s'agit d'un regard alternatif sur les questions du monde vu du Maroc. Chaque semaine, nous vous offrons donc une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés. Aujourd'hui, focus sur ce coup de théâtre politique qui se joue ces derniers temps en Afghanistan avec le retour massif des talibans au pouvoir suite au retrait des troupes américaines. Une nouvelle donne tragique pour la plupart des Afghans. Comment ce retour a pu s'opérer aussi rapidement? Pourquoi le pouvoir central afghan s'effondre-t-il face aux talibans? Enfin et surtout, quel avenir se dessine pour les Afghans, leur pays étant un foyer névralgique en géopolitique pour la région et même au-delà? Une lecture des dessous des cartes que je vous propose de faire avec Michel Boyer, professeur affilié et enseignant-chercheur près de l'Institut d'études politiques de l'Université internationale de Rabat. Il est également historien et géopoliticien. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternative. Bonjour. Alors pour comprendre tout de suite, je vous propose de commencer par ce qui a déclenché ce retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, le départ des troupes américaines. Et quelles ont été les dynamiques et les enjeux de ce retrait? Alors, il s'agissait évidemment de la chronique d'une mort annoncée. Le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan était prévisible dès 2012 et d'une manière certaine dès 2014. Pourquoi? Tout simplement parce que les États-Unis étaient depuis 2012 dans une véritable dynamique de retrait et de repositionnement en termes de relations internationales et de confrontation de forces. On voit bien que la stratégie du pivot qui avait été définie par Barack Obama après le surge, c'est-à-dire après cette volonté d'essayer d'emporter in fine en 2011 le combat et la mise en place du régime démocratique qui avait été annoncé à construire à partir de 2001 suite à l'intervention américaine, n'y a pas suffi et qu'à partir de 2014, il ne restait plus sur le territoire afghan que 10 000 forces, 10 000 hommes américains qui appuyaient une armée nationale afghane qui était dans l'incapacité totale de faire face à la fois à la confrontation avec les talibans et en même temps à la construction et à la sécurisation du pays. Donc le système s'est effondré, je dirais, d'une manière interne et par lui-même, et nous étions véritablement dans la chronique d'une mort annoncée. Par Alors, ailleurs, oui, oui, allez-y. oui, par ailleurs, il faut comprendre que pour les États-Unis, cette guerre qui n'en finit pas ou qui n'en finissait pas devait être véritablement achevée de manière à pouvoir répondre aux nouveaux besoins de la stratégie américaine, qui est une stratégie désormais de neutralisation de ces zones. Donc l'Afghanistan va être neutralisé. C'est une tragédie parce que c'est un effondrement évidemment du pays, de l'État, et c'est une tragédie pour les populations. Mais en même temps, l'histoire continue. Et l'histoire, c'est quoi? C'est que cet Afghanistan va être contrôlé désormais. L'idée, c'est de contrôler par l'extérieur l'Afghanistan. Tout y concourt, c'est-à-dire tout y concourt parce que les voisins, les puissances de proximité ont tout avantage à contrôler l'Afghanistan de l'extérieur. Pour la Chine, l'idée, c'est d'être toujours dans cette unité de production de la route de la soie, mais en évitant toute transmission d'un virus d'islam radicalisé, en particulier vers ces zones centrales, avec actuellement le problème des Ouïghours. Pour le Pakistan, qui a très longtemps joué un double jeu et qui a été véritablement une des chevilles ouvrières de la dynamique de destruction et de déstabilisation systématique de l'Afghanistan, en particulier dans cette zone AFPAC qui était entre D'accord. l'Afghanistan et le Pakistan, posait problème. Et pour les États-Unis, désormais, il s'agit de se retirer de cet espace-là, tout en continuant véritablement à le D'accord. contrôler de manière à ce qu'il ne métastase pas.
D'accord, alors ça c'était pour les enjeux et les dynamiques du retrait américain de l'Afghanistan. Revenons maintenant, si vous le voulez bien, sur cet effondrement du pouvoir central afghan. Comment expliquer cet effondrement aussi rapide et massif du pouvoir central afghan, mais aussi des capacités de l'armée nationale afghane face à ces talibans? Une armée afghane que vous connaissez bien, Michel Boyer, puisque vous étiez vous-même sur le terrain en tant que commandant pour former ces officiers. Alors, il y a jamais eu véritablement d'État afghan. Et donc, comme il n'y a jamais eu véritablement d'État afghan, il n'y a jamais eu non plus véritablement d'armée nationale afghane véritablement en capacité opérationnelle de faire face aux insurrections. En 2001, quand les Américains sont arrivés, il y a eu un pouvoir de transition qui a été mis en place avec le président Karzai. La suite des opérations politiques n'a pas tenu ses promesses, c'est-à-dire on n'a pas véritablement constitué un État afghan. Et le président Karzai a mis en place et a géré un régime qui s'est très rapidement corrompu à tous les niveaux. Et l'armée nationale afghane était elle-même extrêmement corrompue à tous les niveaux. C'était une sorte de tonneau des Danaïdes, un institut qui s'appelle le SIGAR, qui est de l'inspection générale pour la sécurisation de l'Afghanistan, donne des chiffres qui sont extrêmement précis et que moi-même j'ai connus sur le terrain. On parlait de 20% d'armée fantôme, c'est-à-dire d'une armée qui n'était véritablement pas constituée, et d'autre part, il y avait un taux d'attrition de 20% de cette armée, c'est-à-dire de renouvellement de cette armée qui, soit par désertion, soit par abandon du service, était obligée d'être constamment reformée. Donc il y avait multitude de moyens qui étaient donnés, les moyens les plus opérationnels et efficaces étant ceux de la coalition, mais l'armée nationale afghane, véritablement, était totalement parcellisée, constamment en train de se reconstruire, et elle agissait sous une forme de manteau de léopard, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas à proprement parler de front, bien sûr qu'il y a eu un front sud du côté de l'Helmand et un front au nord, mais on avait une armée qui était très peu coordonnée et très peu efficace. Alors cette armée avait des capacités de réaction qui étaient extrêmement minimes, d'abord parce qu'elle était dans un système défensif, et donc les talibans, eux, étaient dans un système plutôt offensif, et par ailleurs, cette armée connaissait des pertes extrêmement importantes compte tenu de cette situation. Dans ces derniers mois, on chiffrait les forces de sécurité afghanes et l'armée nationale afghane qui perdait entre 40 et 50 hommes par jour. Donc, on n'a pas pu résister à une pression qui était une pression que ne pouvait plus dégager la force américaine, puisque les Américains ont quitté Bagram en juillet, qu'il n'y avait plus de mesures aériennes, etc. Et donc elle s'est fait totalement noyer et elle s'est effondrée. D'accord. Et elle s'est effondrée. Et donc le raisonnement que vous faites d'une armée corrompue, désordonnée et donc inefficace est le même aujourd'hui en 2021. C'est un héritage donc. Ben, c'est un héritage qui n'a fait que s'accentuer avec le retrait de la capacité opérationnelle américaine. Très bien. Alors votre spécialité, Michel Boyer, c'est d'analyser les crises, mais aussi de fournir des pistes de réflexion pour résoudre les conflits. Et lorsque l'on regarde aujourd'hui ce tournant majeur que traverse l'Afghanistan, caractérisé par cette résilience des talibans, est-ce qu'il faut craindre que le pays redevienne un sanctuaire terroriste international ? Alors, il y a deux dynamiques. La première dynamique est une dynamique interne qui elle, peut être approchée d'une manière plus sereine, contrairement à ce qu'on dit. Les talibans ont besoin de s'installer sur place et ils sont eux-mêmes sur le terrain divisés. Al-Qaïda est toujours présente, Daesh est toujours présent sur le terrain. Nous sommes dans un pays qui va avoir une extrême difficulté à se vivre, à se construire, car la société est une société féodale, car c'est une société clanique, car il y a diverses factions qui s'installent et qui veulent prendre la main sur les prébendes et les systèmes de production, soit criminels, je pense ici à la drogue, soit à ce qui fera l'objet de toutes les tentations de la part des voisins, c'est-à-dire les produits rares, les terres rares, le cobalt, le cuivre, etc. Donc on va être dans une sorte en mode interne de continuité de l'anarchie, de continuité
d'un Afghanistan désordonné et qui se cherchera, bon, et qui aura lieu à être contrôlé vis-à-vis de l'extérieur. Maintenant, il y a un véritable danger, c'est que en termes de messages, les talibans ont gagné. En termes de messages, à l'intérieur de l'Afghanistan, Daesh est en mesure de frapper. D'ailleurs, il a frappé à 2 reprises en mai, à part des attentats majeurs dans les villes afghanes et en particulier à Kaboul. On voit qu'il a encore pu frapper près de l'aéroport de Kaboul au moment des évacuations. Et donc, il y a un message fort qui est donné et qui dit on peut vaincre effectivement les forces occidentales, on peut vaincre les forces américaines, on peut vaincre les forces étrangères et le radicalisme, ça fonctionne. Qui plus est, le fait que ce pays soit déstabilisé va peut-être entraîner dans des zones de non-droit qu'on connaissait déjà, la zone attaque, la zone du Sud, un retour de certains volontaires étrangers de manière à pouvoir se faire former pour des opérations futures. Ça, c'est très inquiétant. D'accord. Alors, dans ce contexte, avec ce message qui est délivré, vous dites les talibans ont gagné, est-ce qu'on est en droit de se poser la question de la guerre civile afghane? Est-ce qu'elle va continuer? Et si oui, selon quels enjeux internes mais internationaux? Rapidement, s'il vous plaît. D'une manière larvée parce que Daesh ne peut pas s'entendre et qui est présent encore en Afghanistan avec les talibans, les forces talibanes. Les talibans refusent l'allégeance à Daesh, à leur idée de Khoristan, etc. Al-Qaïda est toujours présent sur place et a des capacités pour se développer. Et ensuite, il y a les seigneurs de la guerre et il y a toutes les formes de clientélisme et de criminalité qui se sont développées sur place. Il y a de l'armement partout. Donc, on va être dans quelque chose qui va être extrêmement instable. Une résistance au mouvement taliban, comme on en parle aujourd'hui, dans le réduit du Panjshir, avec un retour du fils du commandant Massoud ou de ses anciens adjoints, tout ça, pour l'instant, ça semble peu construit, difficile à mettre en place. Et compte tenu de la nécessité de contrôler l'Afghanistan à partir de l'extérieur, le fait de porter une aide à une résistance afghane va être quelque chose qui va être soumis à de nombreuses discussions, à de nombreuses polémiques et pas nécessairement efficace. Infiniment, Michel Boyer, pour cette analyse précise et pertinente. Je rappelle que vous êtes professeur affilié et enseignant-chercheur près de l'Institut d'études politiques de l'Université internationale de Rabat. Merci à vous. Merci. Voilà, ainsi s'achève Alternative. Je vous dis à la semaine prochaine.